qu'on me dit très souvent aussi quand on me croise dans la rue ou par message sur les réseaux. À 23 ans, Elena a déclenché un séisme national en annonçant soudain son mariage. Un geste si inattendu que la France entière s'est figée, choquée, presque incrédule. Pourquoi une star au sommet, admirée, surveillée, promise à une ascension fulgurante, choisirait-elle d'entrer si tôt dans un engagement aussi définitif? Que cache ce oui brutal prononcé à contre-courant, comme un cri étouffé que personne n'a vu venir? Derrière cette décision se dissimule une vérité plus sombre, prête à tout renverser. Car pour comprendre l'onde de choc provoquée par ce mariage, il faut revenir bien avant l'annonce officielle, à ces années où Elena avançait déjà sous un poids invisible que personne ne semblait remarquer. Derrière les photos parfaites et les interviews impeccables, une fissure intime grandissait silencieusement. Depuis l'enfance, elle avait été formée à donner l'illusion de la maîtrise absolue. Jamais un mot de trop, jamais un geste déplacé, jamais un signe de faiblesse. À 11 ans, alors que d'autres enfants découvraient l'insouciance, elle apprenait déjà à affronter les caméras comme si elles étaient un examen permanent. À 15 ans, elle portait un premier rôle sur ses épaules, non par envie, mais parce que tout le monde avait décrété qu'elle était prête. À 18 ans, propulsée au rang d'icône, elle ne voyait plus les frontières entre la personne qu'elle était et le personnage qu'on l'obligeait à incarner. Tout semblait briller autour d'elle, mais rien ne lui appartenait vraiment. Dans les soirées mondaines, elle souriait mécaniquement, comme on sourit pour rassurer un public qui exige toujours plus. Dans les studios, elle répétait des phrases qu'elle ne pensait plus, prisonnière d'une image devenue trop lourde pour elle. Cette existence réglée au millimètre la coupait peu à peu du monde réel. Ses journées s'étaient rythmées par les tournages, les interviews, les obligations, sans jamais laisser de place à la question la plus simple. Comment vas-tu vraiment? Mais personne ne la posait, et elle-même avait oublié qu'elle avait le droit d'y répondre. Plus la France l'admirait, plus elle se sentait étrangère à sa propre vie. Cette admiration, si flatteuse en apparence, devenait un miroir déformant qui la réduisait à une version idéalisée d'elle-même. Elle était applaudie pour sa maturité, encensée pour son calme, célébrée pour sa lucidité, alors que chaque jour elle se rapprochait un peu plus de l'épuisement intérieur. À force de prétendre aller bien, elle en était venue à croire que ses doutes n'étaient qu'un caprice, une faiblesse inadmissible dans un monde où la moindre hésitation pouvait être interprétée comme un signe de déclin. Son entourage professionnel, convaincu de savoir ce qui était le mieux pour elle, façonnait sa vie au rythme des contrats, des stratégies, des campagnes. Rien n'était laissé au hasard, sauf ce qui comptait vraiment, sa propre voix. Et c'est précisément quand elle commença à sentir que cette voix se perdait, qu'un besoin étrange apparut, presque irrationnel. Une envie de disparaître, ne serait-ce que quelques heures, quelques pas hors du projecteur. Pas pour choquer, pas pour fuir, mais pour retrouver un espace où elle pourrait respirer sans être observée. Un espace où son prénom ne serait pas suivi d'une attente. Ce jour-là, elle se rendit anonymement dans un centre associatif de quartier. Un endroit si éloigné de son quotidien qu'il en paraissait irréel. Elle avait choisi cet endroit précisément parce qu'il n'y avait aucune chance d'y être reconnue, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Là-bas, elle découvrit une atmosphère simple, presque brute. Des piles de vêtements, des éclats de voix discrets, des bénévoles absorbés par leurs tâches. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la scrutait, personne ne lui demandait un sourire, personne ne lui posait des questions préparées. Ce silence dépouillé lui fit un bien inattendu, presque douloureux. Et c'est dans cet interstice fragile, entre ce qu'elle était devenue et ce qu'elle avait oublié d'être, qu'il apparut. Hugo. Un homme sans ambition médiatique, sans costume impeccable, sans regard intéressé. Quand il lui demanda simplement où déposer les cartons, elle ressentit un choc étrange, presque vertigineux. On lui parlait comme à une personne normale. Pas comme à une star, pas comme à un symbole, pas comme à un produit. 10 minutes d'échange, 10 minutes à exister sans image, suffirent à fissurer tout l'édifice soigneusement construit autour d'elle. Elle ne le savait pas encore, mais cette rencontre allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient non seulement sa vie, mais aussi tout ce que le public croyait connaître d'elle.
car rien, absolument rien, dans ce que vivait Elena depuis des années, ne l'avait préparée à sentir, à vouloir, à choisir librement. Et c'est précisément cette liberté retrouvée qui, plus tard, serait jugée, mal interprétée, transformée en scandale national. Le mariage n'était pas encore là, mais déjà, quelque chose en elle avait basculé. Une faille était devenue une ouverture. Un refuge s'était transformé en nécessité et le monde, sans le savoir, venait de perdre le contrôle sur celle qu'il croyait posséder. Dans les semaines qui suivirent cette première rencontre, quelque chose d'imperceptible se mit à changer dans la vie d'Elena, comme si un mouvement souterrain, silencieux mais irréversible, venait de s'enclencher. Elle retournait au centre associatif sous prétexte d'aider, mais en réalité pour retrouver cette sensation rare d'exister sans performance, sans attente, sans masque. Hugo était toujours là, absorbé par ses tâches, parlant peu mais avec une simplicité désarmante. Il ne cherchait ni à l'impressionner ni à la séduire. Il ne tentait pas de deviner ses pensées. Il ne demandait rien d'elle sinon sa présence réelle. Ce naturel, presque banal en apparence, devint pour Elena une bouffée d'air pur, un rappel brutal de ce que pouvait être une relation humaine lorsqu'elle n'était pas contaminée par l'image ou la projection. Elle se surprenait à lui confier des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne, pas parce qu'elles étaient secrètes, mais parce qu'on ne lui en avait jamais laissé le temps. Il l'écoutait sans interrompre, sans analyser, sans chercher à transformer ses mots en récits vendables. Cette écoute nue, cette attention débarrassée de calcul, réveilla en elle une part longtemps étouffée. La possibilité d'être vulnérable sans être jugée. Pourtant, cette intimité naissante n'avait rien de spectaculaire. Pas de passion fulgurante, pas de grands gestes romantiques, rien de ce que les films projettent sur les amours impossibles. Non, c'était quelque chose de bien plus subtil, presque fragile. Une lente construction, pierre après pierre, d'un espace où elle n'était plus un personnage mais une femme. Mais à mesure que ce lien grandissait, une inquiétude sourde se glissait en elle. Ce bonheur discret, cette liberté retrouvée, tout cela ne pourrait pas rester caché indéfiniment. Dans son monde, le secret n'était jamais un refuge durable. Il devenait tôt ou tard une arme retournée contre celui qui y tenait trop. Malgré cela, elle continua. Pendant 9 mois, elle réussit à préserver cette bulle improbable où le temps semblait suspendu. 9 mois où Hugo ne posait jamais la question qu'elle redoutait. Pourquoi moi ? 9 mois où elle apprenait enfin à respirer à un rythme normal. Mais cette harmonie clandestine était fragile comme du verre. Et une simple photo prise un matin où elle pensait être invisible suffit à tout faire voler en éclats. Ce n'était même pas une photo compromettante, juste une silhouette, la sienne, qui sortait d'un immeuble modeste, et derrière elle la figure indistincte d'un homme. Rien de plus. Mais dans une société avide de récits simplifiés, cette image devint immédiatement une preuve, une piste, un scandale potentiel. Les rédactions s'en emparèrent ceci comme d'un trésor. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les suppositions remplacèrent les faits en quelques heures. On parla de liaisons secrètes, de double vie, de manipulation, voire même de crise personnelle. Hugo, jusque-là à l'abri du chaos médiatique, fut identifié en moins de 48 heures. En un instant, son existence tranquille bascula. Les messages intrusifs affluèrent. Les regards changèrent dans la rue. Ses collègues lui posaient des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Lui qui n'avait jamais cherché la lumière se retrouvait transformé en énigme nationale. Disséqué, analysé, jugé. Elena, elle, observait la tempête se lever avec un mélange de panique et de culpabilité. Ce qu'elle avait voulu protéger devenait soudain une cible. Ce qu'elle avait gardé secret pour ne pas salir leur histoire était désormais exposé à la violence publique. Dans son entourage professionnel, la colère éclata. On lui reprocha son imprudence. On lui expliqua que ces rumeurs nuisaient à son image, qu'elles brouillaient son positionnement de femme indépendante et maîtrisée. On chercha à contrôler le récit, à imposer une version officielle, à effacer Hugo de l'équation, comme s'il n'avait jamais existé. Mais Elena refusa. Pour la première fois depuis des années, elle s'opposa frontalement à ceux qui dirigeaient en sa vie. Elle ne voulait plus jouer un rôle. Elle voulait vivre quelque chose de vrai, même si cela signifiait perdre ce qu'elle avait construit.
Hugo, cependant, n'avait pas été préparé à ce chaos. Chaque nouveau titre de presse était pour lui une blessure. Chaque commentaire une accusation. Chaque silence d'Elena une inquiétude. La différence entre leurs deux mondes, qu'ils avaient réussi à ignorer jusqu'ici, se révélait dans toute sa brutalité. Leur relation n'était plus un refuge, elle était devenue un champ de bataille. Une nuit, après une journée particulièrement éprouvante, Hugo lui avoua d'un ton brisé qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il aimait Elena, mais il se sentait écrasé par un univers qui n'était pas le sien. Ces mots frappèrent Elena comme une déflagration. Elle comprit soudain que ce secret qu'elle avait protégé avec tant de soin était désormais en train de détruire celui qu'elle aimait. Et pourtant, malgré la peur, malgré le tumulte, elle sentait au fond d'elle que la solution ne serait pas la fuite, ni le mensonge, ni l'effacement. Elle pressentait qu'un choix radical s'imposait, un choix que personne n'oserait comprendre, un choix qui allait déclencher la seconde explosion médiatique, bien plus violente encore que la première. Ce choix, elle le ferait bientôt, et il allait changer leur vie à jamais. Le choix qu'Elena fit alors, personne ne l'aurait imaginé, pas même ceux qui la connaissaient depuis toujours. À peine quelques jours après l'aveu douloureux d'Hugo, alors que la presse continuait de disséquer leur relation avec une précision presque chirurgicale, elle décida de défier ouvertement le chaos au lieu de s'en protéger. Elle se rendit en secret à la mairie d'un quartier discret, un endroit sans faste, sans public, sans aucune raison d'attirer les caméras, et là, entourée de 2 témoins anonymes, elle épousa Hugo dans un silence presque sacré. Ce n'était pas un mariage romantique, ni un acte impulsif dicté par la passion. C'était un geste de résistance, un mur dressé contre la tempête, une manière de dire « Ceci est réel, ceci m'appartient, quoi que vous en pensiez ». Elle croyait, naïvement peut-être, que ce geste protégerait leur histoire, que l'officialisation fermerait les portes aux rumeurs, que la vérité, enfin affirmée, réussirait à calmer la violence du monde extérieur. Mais la réalité fut tout autre. En moins de 24 heures, la nouvelle fuit vers la presse comme une flèche visant directement son cœur. Quelqu'un, quelque part, avait trahi leur secret et la France s'embrasa pour la seconde fois. Les titres scandalisés se succédèrent. Mariage précipité. Elena cache-t-elle quelque chose? Qui est vraiment l'homme qu'elle a épousé? Sur les réseaux sociaux, la haine se mêlait à la fascination. Certains criaient au coup de folie, d'autres y voyaient une manipulation. La machine médiatique, déjà affamée, dévora ce mariage avec une voracité presque obscène. Dans son entourage professionnel, le ton monta d'un cran. Son agent, habituellement mesuré, lui parla avec une froideur qui la glaça. « Tu viens de ruiner 2 ans de stratégie, » lui dit-il, comme s'il s'agissait d'un contrat manqué et non de sa vie intime. On lui expliqua que ce mariage brouillait son image, qu'il la rendait instable, imprévisible, peu bankable. On lui demanda de se taire, de ne pas afficher son alliance, de continuer à apparaître seule en public, comme si son mari était une tâche à effacer. Mais Elena, qui avait passé trop d'années à plier pour ne pas décevoir, sentit en elle une colère sourde se réveiller. Pour la première fois, elle rejeta les ordres, refusa les mises en scène, déclara qu'elle n'avait rien à cacher, rien à minimiser. Ce refus, pourtant, eut un prix immédiat. Ses conseillers la lâchèrent peu à peu. Ses collaborations furent retardées. Certaines marques prirent leur distance sans explication. Ce n'était pas une sanction officielle, mais un glissement, un retrait subtil, un froid qui s'installait autour d'elle. Et au centre de ce froid, il y avait Hugo, désemparé, écrasé malgré lui par un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. Il avait accepté de l'épouser pour la soutenir, pour donner un sens à leur combat, mais il n'avait pas prévu l'ampleur de la tempête. Les regards intrusifs, les messages injurieux, les insinuations constantes sur ses intentions finirent par le briser. Il avait l'impression d'être devenu un parasite dans la vie d'Elena, un poids qui compromettait tout ce qu'elle construisait. Chaque fois qu'il sortait, il sentait le jugement suspendu sur lui. Chaque fois qu'il lisait un article, il découvrait une version de lui-même qu'il ne reconnaissait pas. Elena voyait bien le changement, cette légère crispation dans ses gestes, ce mutisme qui s'installait le soir, cette fatigue dans son regard.
Mais elle ne savait pas comment arrêter l'hémorragie. Elle ne savait pas comment protéger un homme qui n'avait jamais été façonné pour être exposé. Un soir, elle rentra chez eux et trouva Hugo assis à la table de la cuisine, immobile, le visage fermé. À ses pieds, un sac de voyage. Pas une valise, juste un sac, assez grand pour contenir quelques vêtements, assez petit pour qu'elle comprenne que ce départ n'était pas définitif, mais nécessaire. « Je t'aime, Elena », dit-il d'une voix calme, presque trop calme. « Mais je ne peux pas vivre contre le monde entier. » Ces mots, si simples, traversèrent Elena comme une lame. Il ne criait pas, ne l'accusait pas, ne cherchait pas à la faire culpabiliser. Il constatait. Il exprimait ce qu'elle avait refusé de voir, que leur amour, tel qu'il existait dans la clandestinité, ne survivait pas sous la lumière crue du public. Ce fut le début d'un effondrement intérieur. Quand la porte se referma derrière lui, il n'y eut ni scène dramatique, ni larmes bruyantes. Seulement un silence lourd, absolu. Un vide qu'elle n'avait jamais ressenti. Elle resta là, debout, incapable de bouger, comme si tout son corps refusait d'admettre ce qui venait de se produire. Dans les jours suivants, elle continua de travailler mécaniquement, apprenant ses textes par automatisme, souriant devant les caméras comme si rien n'avait changé. Mais dès qu'elle se retrouvait seule, la façade se fissurait. Elle dormait peu, mangeait à peine, se réveillait avec la sensation d'être étrangère à sa propre vie. C'est alors qu'une question, qu'elle avait toujours repoussée, surgit pour la première fois avec une clarté douloureuse. Avait-elle voulu ce mariage par amour ou par peur? Peur de perdre la seule chose authentique qu'elle avait trouvée depuis des années. Peur de voir Hugo disparaître comme tous les repères qui lui manquaient. Cette question devint une ombre qui la suivit partout. Elle comprit soudain que le mariage, loin d'être un refuge, avait été une tentative désespérée de figer quelque chose qui échappait déjà à son contrôle. Et cette prise de conscience fut le début d'une transformation qu'elle n'aurait jamais imaginée. Car pour la première fois, Elena commença à se demander qui elle était réellement, au-delà des rôles, au-delà des attentes, au-delà de ce monde qui la façonnait depuis l'enfance. Cette introspection, brutale mais nécessaire, allait la pousser vers un choix encore plus radical. Un choix qui ferait basculer définitivement sa vie publique et intime et qui ouvrirait une nouvelle page que personne n'aurait pu prévoir. Pendant les semaines qui suivirent le départ d'Hugo, Elena vécut comme si elle marchait sur les décombres d'un monde qu'elle avait mis des années à construire. Tout ce qui l'entourait semblait étrangement distant, comme s'il appartenait à une autre vie. Les studios, les plateaux, les couloirs des productions où elle avait tant ri, tant travaillé, lui paraissaient désormais trop lumineux, trop bruyants, presque agressifs. Elle s'y déplaçait mécaniquement, accomplissant chaque geste avec précision mais sans âme, comme une actrice jouant un rôle qu'elle ne comprenait plus. Et pourtant, au milieu de cette mécanique étouffante, une fissure s'élargissait, son propre silence. Pour la première fois, elle n'avait plus envie de remplir les attentes, plus envie de sourire par obligation, plus envie de supporter les regards qui la scrutaient comme une vitrine fissurée. Elle commença alors à décliner certaines invitations, à refuser des interviews pourtant stratégiques, à disparaître un peu du paysage médiatique. Ce retrait soudain inquiéta son entourage professionnel, qui interpréta ce silence comme un signe de fragilité, voire de dérapage. Mais Elena, elle, y voyait une reconquête, une manière de reprendre possession d'un espace qui lui avait toujours échappé. Ses journées, autrefois immédiatement remplies, se retrouvèrent étrangement vides. Elle découvrit ce qu'était une matinée sans obligation, une promenade sans objectif, un repas sans réunion. D'abord déstabilisée par cette liberté nouvelle, elle finit par en percevoir la puissance. Elle se mit à écrire sans intention de publier, mais pour déposer quelque part tout ce qu'il avait longtemps écorché. Elle rédigeait des phrases courtes, hachées, comme si elles sortaient de son corps avant de sortir de son esprit. Elle y parlait de la pression constante, de cette impression d'être observée en permanence, de son incapacité à dire non, de son besoin de validation, de cette solitude masquée que tout le monde confondait avec de la force. Ce journal improvisé devint un miroir brutal qui lui renvoyait une image qu'elle n'avait jamais osé regarder. Plus elle écrivait,
plus elle comprenait que sa vie avait été une succession de compromis, de renoncements, de décisions prises pour éviter de déplaire. Elle n'avait jamais appris à exister pour elle-même. Et soudain, tout prenait sens. Le mariage précipité, la peur viscérale de perdre Hugo, l'acharnement à maintenir une relation menacée par un monde qu'elle ne contrôlait plus. Elle réalisa que sa réaction avait été celle d'une femme qui, n'ayant jamais eu le droit d'être vulnérable, avait tenté de sauver ce qui lui semblait enfin authentique. Mais l'authenticité ne se décrète pas. Elle se construit lentement, patiemment, en acceptant l'inconfort. Cette prise de conscience l'amena à une décision radicale. Reprendre du recul, non seulement par rapport à la presse, mais aussi par rapport à sa propre image. Elle annula une série de projets, congédia temporairement son publiciste, se retira des réseaux sociaux. Cette disparition partielle fit l'effet d'une nouvelle vague de rumeurs, mais Elena n'en avait plus rien à faire. Elle ne voulait plus réparer son image, elle voulait réparer sa vie. Pourtant, au cœur de ce travail intérieur, l'absence d'Hugo demeurait une plaie vive. Il n'était plus là physiquement, mais chaque silence de lui pesait comme un verdict. Elle se demandait chaque jour s'il pensait à elle, s'il regrettait son départ, s'il souffrait autant qu'elle. Mais elle se refusait à l'appeler. Elle savait que cette fois, ce n'était pas à elle de courir. C'était à elle de comprendre. Elle passa plusieurs nuits à relire les messages qu'ils s'étaient envoyés, à revoir les photos de leurs moments simples, à chercher dans chaque détail la preuve que leur amour n'avait pas été qu'un refuge. Au fil des jours, une certitude se forma. Elle ne devait pas tenter de le récupérer par peur, mais par vérité. Par une vérité qu'elle n'avait jamais su lui offrir pleinement. Alors elle entreprit un chemin qu'elle n'avait jamais osé prendre, celui de l'humilité. Elle commença à parler à ses proches, non pour se justifier, mais pour exprimer ce qu'elle n'avait jamais avoué, sa fatigue, sa confusion, sa fragilité. Certains furent déstabilisés, d'autres soulagés, mais tous comprirent qu'Elena n'était plus disposée à jouer le rôle de la femme parfaite. Cette authenticité nouvelle lui donna une force inattendue. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais réellement demandé ce qu'elle voulait. Ni dans sa carrière, ni dans sa vie personnelle. Et maintenant qu'elle commençait à entrevoir ce qu'elle désirait vraiment, elle savait qu'elle devait aller au bout de ce chemin, même si cela impliquait de perdre ce qui autrefois semblait essentiel. Un matin gris, alors qu'elle marchait seule dans une rue calme, un souvenir la frappa avec une intensité soudaine. La première fois où Hugo lui avait dit qu'il se sentait en sécurité près d'elle. Cette phrase, simple mais profonde, résonna comme un appel. Elle comprit que si elle voulait reconstruire quelque chose avec lui, ce ne serait pas en essayant de revenir en arrière, mais en avançant autrement, en étant enfin elle-même. Cette évolution intérieure, lente mais irréversible, allait bientôt la mener à un tournant décisif. Un tournant que personne ne pourrait anticiper, pas même elle. Et ce choix, celui qui se profilait à l'horizon, allait bouleverser non seulement sa relation avec Hugo, mais aussi sa place dans le monde qu'elle avait si longtemps laissé décider à sa place. Si cette histoire vous a touché, même un instant, alors peut-être avez-vous perçu ce que tant de gens refusent encore de voir. Derrière le visage public d'Elena, derrière les images lisses, derrière les titres sensationnels, il y a une jeune femme qui n'a jamais vraiment eu le droit d'être simplement humaine. Une femme qui a grandi trop vite, qui a appris à tout maîtriser sauf elle-même. Une femme qui a aimé avec une sincérité désarmante et qui s'est heurtée à un monde qui ne laisse aucune place à l'imperfection. Elena n'est pas une héroïne parfaite. Elle trébuche, elle doute, elle se trompe, mais c'est précisément cela qui la rend si profondément humaine. Nous avons tendance à oublier que ceux que nous admirons portent parfois des cicatrices invisibles, des combats silencieux, des peurs que personne ne voit. Alors, si vous avez éprouvé de la compassion pour elle, si vous avez compris sa fragilité, son courage maladroit, ses décisions guidées par l'amour plutôt que par la stratégie, je vous invite à le montrer. Laissez un commentaire pour lui envoyer votre soutien. Partagez votre ressenti. Dites-nous ce que cette histoire évoque en vous. Votre voix compte plus que vous ne l'imaginez. Elle peut offrir un peu de douceur à un récit souvent mal compris. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires humaines aussi sincères, aussi complexes, aussi profondément réelles que celle d'Elena, alors n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous
et de vous abonner à la chaîne. Chaque geste, même minuscule, nous aide à donner vie à ces récits qui méritent d'être entendus. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre bienveillance. Ensemble, continuons à regarder au-delà de l'image, au-delà du bruit, pour entendre enfin ce que les cœurs n'osent pas toujours dire.